C'est ça, en fait, la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est sur des données qui ont été collectées par la Chambre des SPG, justement. On a fait une analyse de place latente sur les transitions de genre, sur les démarches de transition de genre qui sont entreprises par les jeunes transgenres au Canada. Puis je tiens à dire que j'ai réorganisé ce matin l'intro parce que j'ai vraiment ambitionné dans mes diapos puis j'avais pas le temps de le présenter. Mais aussi que je me disais, puis c'est le cas, que beaucoup de ce que j'allais présenter, en fait, l'a déjà été par les présentations précédentes. Soit que, comme on vient de le voir, on sait que le fait de soutenir les personnes transgenres, ça favorise leur bien-être psychologique et interpersonnel. On sait qu'à l'inverse, les restrictions d'affirmation de genre compromettent le bien-être. Puis, je pense qu'on est tout en mesure de constater qu'il y a beaucoup de diversité dans les expériences individuelles de transition. Il y a aussi de la diversité au niveau de l'accès aux soins qui est très changeant très rapidement ces temps-ci. Et donc, considérant cette hétérogénéité-là et cette diversité-là, on s'est demandé, en fait, c'était quoi, en fait, les principales démarches de transition qui sont réellement entreprises par les gens. Donc, on va parler de toute cette non-homogénéité-là, qui est beaucoup galvaudée avec les données. Donc, on s'inscrit dans cette étude-ci avec un modèle qui fait quand même consensus en ce moment de la transidentité, soit qu'il y a 3 domaines de transition. D'abord, au niveau social, il s'agit d'affirmer un genre différent du sexe assigné à la naissance. Ça passe soit par le langage, comme les changements de nom ou de pronom, ou encore des changements dans l'apparence et dans l'expression de genre. Au niveau légal, on parle de démarches administratives pour changer les papiers légaux. Donc, encore une fois, soit au niveau du nom ou du marqueur de genre. Et au niveau des transitions médicales, on va faire référence ici à l'hormonothérapie et aux chirurgies d'affirmation de genre. Donc, c'est le modèle qu'on a en tête pour nos analyses. Au niveau du projet lui-même, le projet BRAVE est un projet sur le bien-être et la résilience. En tout et pour tout, il y a eu 2400 personnes qui ont participé. C'est des personnes qui s'identifiaient elles-mêmes comme étant personnes de minorité sexuelle et ou de genre, qui étaient âgées entre 15 et 29 ans au moment de participer et qui habitaient au Canada. Les personnes ont rempli un questionnaire en ligne entre 1 demi-heure et 1 heure environ de temps de complétion et le questionnaire était disponible entre septembre 2019 et mai 2020. De ces 2400-là, on a identifié 671 personnes trans et non-binaires. C'est sur cette gang-ci que les analyses portent. Pour être donc inclus dans la présente étude, il fallait que les personnes s'auto-identifient comme étant une personne trans. On a une question qui portait spécifiquement là-dessus. Ils ont aussi rapporté des données valides aux questions sur le genre, une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance et au moins une démarche de transition entreprise. Donc, je vais vous faire la liste très bien. Je vais passer vite ici. Le sous-échantillon est quand même très diversifié sur certains plans, pas sur tout. Mais au niveau de l'âge, on avait une bonne représentation de chacun des groupes d'âge, soit 15 à 19 ans, 20 à 24 et 25 à 29. L'échantillon est diversifié au niveau de l'orientation sexuelle et du niveau de scolarité aussi. Un petit peu moins au niveau du genre, on avait juste 9 de femmes trans dans l'échantillon, dans le sous-échantillon en fait. La plupart des personnes sont aussi au niveau du statut migratoire nées au Canada, de parents qui étaient nés au Canada également, et 78 étaient des personnes blanches. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas les deux autres catégories, mais bon. C'est 13 de personnes autochtones, 9 de personnes racisées non autochtones. Pour les analyses qu'on a faites, le but était donc d'identifier les patrons, comme les grandes lignes, au niveau des démarches de transition sociale, légale et médicale chez les jeunes. Puis ensuite, les objectifs 2 et 3, d'aller voir c'est quoi qui distingue ces patrons-là les uns des autres. Un petit mot rapide sur les analyses. Les analyses de classe latente, c'est en fait des analyses qui visent à regrouper les gens sur la base de leurs réponses au questionnaire. Donc, il ne s'agit pas ici de nous venir créer des groupes de comparaison, mais vraiment d'essayer de trouver les gens qui ont dit les mêmes choses pour les rassembler ensemble, pour nous permettre après ça d'aller voir il y a combien de sous-groupes dans notre échantillon, puis c'est quoi leurs caractéristiques propres. Pour créer les groupes, on a utilisé donc les démarches de transition. On avait 8 variables ici. Donc, au niveau de la transition sociale, en termes de langage, on demandait aux personnes si, oui ou non, dans leur vie quotidienne, ils avaient changé de prénom et de pronom. Au niveau de l'apparence, s'ils avaient changé de style vestimentaire au fil du temps, s'ils avaient arrêté de se conformer aux standards de beauté de leur sexe assigné à la naissance,
et s'ils utilisaient des articles d'affirmation de genre comme des binders, des packers, donc prothèses et compagnie. Ensuite, au niveau de la transition légale, on avait un item, en fait, c'était une seule question qui demandait si les gens avaient entamé ou complété des processus légaux, soit pour faire changer leur nom ou leur marqueur de genre sur leur papier d'identité. Et enfin, pour la transition médicale, ici, plutôt que oui ou non comme les autres, on avait 3 catégories pour chacune de nos variables. Donc, pour l'hormonothérapie, d'abord, c'était non, ça ne m'intéresse pas. J'en ai, ensuite, deuxième catégorie, non, mais j'y pense. J'aimerais ça avoir des hormones dans le futur. Ou je suis actuellement en traitement d'hormonothérapie. Sensiblement la même chose pour les chirurgies. Donc, non, j'en ai pas eu, ça ne m'intéresse pas. J'en ai pas eu, mais j'y pense. Et j'ai un historique de chirurgie. Une fois qu'on rassemble les gens qui ont rapporté sensiblement les mêmes démarches de transition, ce qui est fun, c'est qu'on peut aller voir qu'est-ce qui peut prédire l'appartenance à un de ces groupes-là. Là, je vais vraiment passer rapidement parce qu'en fait, on revoit toutes les variables dans les résultats, mais surtout au niveau socio-démographique ici. Et on peut aussi se poser la question à savoir si, selon les démarches qui sont entreprises, on voit des différences entre les groupes au niveau du dévoilement de leur transidentité et au niveau du bien-être psychologique également. Donc, sans plus tarder, les résultats. Tout ceci juste pour dire qu'on a en fait trouvé 5 groupes. On a sélectionné 5 groupes dans le modèle. Si vous avez des questions, on pourrait venir dans la période de questions. Donc, je vais d'abord présenter les groupes au plan des démarches, puis ensuite sur les autres variables. Donc, le premier groupe de personnes, c'est un groupe qu'on a appelé en phase de contemplation. C'est en fait le groupe où il y a le moins de démarches entreprises de tous les types de démarches. Donc, on voit quand même c'est une minorité qui ont changé de prénom. Il y en a environ la moitié qui ont changé de pronom dans leur vie quotidienne. Les changements les plus rapportés, en fait, les démarches les plus rapportées, c'est d'avoir changé de style vestimentaire, d'avoir arrêté de se conformer aux standards de beauté. Mais pour le reste, c'est vraiment très, très faible. Aucun changement légaux en cours, très faible intérêt envers les transitions médicales et très, très peu de transitions médicales en cours. Deuxième groupe qu'on a appelé non-conformité, c'est des personnes ici qui ont quand même des assez hauts niveaux au niveau des démarches sociales. Donc, on voit ici, par exemple, que tout le monde a changé de pronom dans leur vie quotidienne, qu'entre 3 et 4 personnes sur 5 ont changé de style vestimentaire, ont arrêté de se conformer aux standards aussi, et utilisent des articles d'affirmation de genre. Mais les changements légaux sont assez faibles. Il n'y a aucun intérêt ni traitement au niveau de l'hormonothérapie. Mais il y a environ la moitié de ce groupe-là qui souhaiterait éventuellement avoir accès à des chirurgies. Troisième groupe, c'est lui où on avait le plus de personnes, en fait, dans ce groupe-ci. 38% de notre échantillon en fait partie. C'est vraiment un groupe ici qu'on a appelé intention médicale parce qu'ils ont des taux assez élevés au niveau des transitions sociales au début. Pas de changements légaux entamés, rarement. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt à la fois envers l'hormonothérapie et les chirurgies. Mais c'est vraiment un intérêt futur parce que les taux d'hormonothérapie en cours et de chirurgie réalisée sont très faibles. Ensuite, avant-dernier groupe, objectifs chirurgicaux. La majeure différence ici avec le groupe précédent, en fait, il y en a deux. D'abord, c'est le premier groupe où on voit en fait une grande proportion de changements légaux qui ont été faits. Les 3 autres d'avant, c'était vraiment très, très faible. Puis, on voit aussi que pratiquement tout le monde dans ce groupe-là prend des hormones, mais c'est environ 2 tiers, 1 tiers entre les personnes qui souhaitent avoir des chirurgies et celles qui en ont obtenu. Et finalement, le dernier groupe, je veux vraiment prendre le temps de mentionner que c'est juste 7% de notre échantillon, parce que je pense que c'est ce groupe-là auquel les gens pensent quand on se représente une personne trans dans notre tête, c'est-à-dire le groupe où ils ont pas mal tout fait au niveau de la transition. Donc, des scores très élevés au niveau de la transition sociale, changements légaux, 4 personnes sur 5 qui en ont fait. Presque tout le monde prend des hormones, presque tout le monde a un historique de chirurgie. Et en fait, les seules démarches qui scorent vraiment faiblement dans ce groupe-ci, c'est les articles d'affirmation de genre et l'intérêt futur envers la transition médicale, les deux étant, à mon sens, expliqués par le fait que la transition médicale est en cours. Donc, première grande partie de résultat, c'est vraiment d'avoir identifié ces 5 groupes. Ensuite, je ne vais pas tout prendre un par un parce que c'est trop d'informations tout court pour se rappeler, mais je vais apporter votre attention sur certains aspects.
Entre autres que les classes de contemplation, où c'est le moins de démarches entamées ou entreprises, et le groupe d'intention médicale, où il y a une intention future pour une transition médicale, mais qui n'a pas encore eu lieu, c'est vraiment les plus jeunes. C'est là où on a la plus grande proportion, la moitié environ dans les deux cas, de personnes de 15 à 19 ans dans ces groupes-ci. Mais on voit de l'autre côté que, par exemple, dans les antécédents de tout type, le dernier groupe, c'est environ la moitié qui ont entre 25 et 29 ans. Donc, je pense que ça parle indirectement du fait que ça prend du temps de transitionner, que ça prend du temps d'avoir accès à des démarches. Et donc, on voit ça aussi dans les données. Au niveau des identités apportées, on a les deux premières classes, donc contemplation et non-conformité, presque exclusivement composées de personnes non-binaires. C'est beaucoup plus diversifié pour les autres classes. Entre autres, objectifs chirurgicaux, j'ai oublié de mettre le petit carré, mais c'est là où on voit la plus grande proportion de personnes, de femmes trans, en fait, dans notre échantillon. Au niveau du sexe assigné, on avait surtout des personnes assignées filles dans l'échantillon complet, ce qu'on voit aussi donc, dans la composition de chacun des groupes. Mais n'empêche que dans la classe de non-conformité, où c'est des démarches sociales qui sont entreprises, c'est exclusivement des personnes assignées filles à la naissance. Et on voit que les classes de contemplation et d'objectifs chirurgicaux sont là où il y a les plus grandes proportions de personnes assignées garçons dans notre échantillon. Et enfin, au niveau des limitations conditionnelles ou en situation de handicap, selon les appellations, c'était environ un tiers de l'échantillon qui vivait avec des limitations fonctionnelles, mais particulièrement vrai dans les classes d'intention médicale et d'objectifs chirurgicaux, c'est environ la moitié. Au niveau des variables, vraiment plus sur la transition elle-même, on demandait aux gens à quel point le passing était important pour eux. Et là, on voit que en fait, le passing est vraiment vu comme moins important pour les classes de contemplation et non-conformité, où ils n'essayent pas nécessairement d'atteindre le passing, c'est pas quelque chose qui est particulièrement important pour elles. Mais on voit qu'à l'inverse, le groupe d'objectifs chirurgicaux, c'est lui pour qui le passing est plus important. Au niveau de la satisfaction avec la transition, c'est vraiment beaucoup plus élevé chez les deux dernières classes, donc objectifs chirurgicaux et antécédents de tout type, soit les deux groupes aussi où il y a une transition médicale qui est au moins entamée. Au niveau de la transphobie intériorisée, donc d'avoir des attitudes transphobes par rapport à sa propre transidentité, on voit que c'est surtout élevé dans les classes de contemplation et d'intention médicale, donc qui sont plus, on pourrait dire, comme au début d'une transition. Mais aussi, particulièrement, c'est les classes les plus jeunes, donc je pense qu'il y a un aspect de ça prend du temps aussi de déconstruire la transphobie à laquelle on est tous et toutes exposés. Au niveau de la solitude, des scores relativement élevés pour tout le monde, en fait. Il y a beaucoup moins de distinction entre chacun des groupes. Mais on voit que les classes d'intention médicale et d'objectifs chirurgicaux, où la transition médicale n'est pas aussi loin que les gens aimeraient qu'elle le soit, sont aussi les classes où il y a le plus de solitude. Donc peut-être ici un effet d'isolement qu'on voit dans les données. Et finalement, au niveau de l'anxiété sociale, vraiment beaucoup plus faible dans le groupe d'antécédents de tout type que les autres, et particulièrement élevé pour le groupe d'intention médicale. On a aussi posé des questions donc sur le degré de dévoilement qui était fait. Au niveau du dévoilement, on demandait en fait entre personnes et tout le monde dans la famille combien de personnes étaient au courant de la transidentité. Puis là, j'ai oublié de rajouter des petits carrés, mais en fait, c'est exactement dans le même ordre que je vous ai présenté les classes, c'est-à-dire que contemplation, non-conformité, beaucoup moins de dévoilement qui est fait, tandis que les deux dernières classes d'objectifs chirurgicaux et d'antécédents de tout type, il y a vraiment beaucoup plus de personnes dans la famille qui sont au courant. Je dirais qu'il y a une question ici du fait qu'une fois que tu entends une transition médicale, c'est un petit peu plus difficile de dissimuler ta transidentité. Et de l'autre côté, au lieu d'être comme exactement l'inverse, la dissimulation, on demandait en fait à quelle fréquence, entre jamais et tout le temps, les personnes essayaient de dissimuler ou cacher leur transidentité à leur famille. Donc, tant pour la famille immédiate que pour la famille élargie, on voit le patron inverse, c'est-à-dire que les premières phases de contemplation non-conformité dissimulent beaucoup plus, mettent beaucoup plus d'efforts de dissimulation que les autres. Et les dernières classes sont celles qui dissimulent le moins.
Dernière petite variable, au niveau de la santé mentale, on avait des questions sur le bien-être et on a catégorisé, en fait, grâce à l'outil de mesure, c'est pas notre catégorisation, les niveaux de santé mentale entre languissante, modérée et florissante. Les personnes qui ont une santé mentale languissante étant celles qui vont moins bien. Puis on voit que c'est le cas pour environ le quart de l'échantillon, mais vraiment particulièrement pour le groupe d'intention médicale, où c'est environ le tiers de ce groupe-là qui a une santé mentale qu'on peut qualifier de languissante. Donc, je suis 30 secondes sans Exact. mais vraiment rapidement, ce qu'on voit, c'est que dans les groupes où la transition est plus entamée, il y a plus de démarches et surtout plus de démarches en lien avec les buts, que les gens vont mieux, meilleure satisfaction, meilleur bien-être. À l'opposé, quand il y a moins de démarches d'entreprise ou qu'il y a un écart entre les démarches désirées et entreprise, la satisfaction est plus faible quant à la transition et il y a un moindre bien-être. Et finalement, au centre de ça, qui se positionne parfois favorablement, parfois défavorablement, on a la classe de non-conformité, qui est moins en situation de solitude, moins de transphobie intériorisée, mais quand même beaucoup de personnes qui ont une santé mentale fragile. Je vous laisse là-dessus.